Bienvenue dans Cœur Conscient. Je suis Claudine, psychologue, et dans ce podcast, je développe l'idée que la plupart des problèmes émotionnels récurrents, les troubles anxieux, les traumatismes de l'enfance, c'est dans le corps qu'ils prennent naissance, et c'est dans le corps qu'ils pourront être dénoués. Je suis aussi convaincue que trouver son centre intérieur, c'est indispensable dans toute démarche de retour à l'équilibre. Des voies existent pour se libérer de ces enfermements et une fois qu'on connaît les clés de libération, il est possible de cheminer en autonomie vers la croissance et l'épanouissement. À partir de mon expérience clinique et aussi de mon expérience de vie, je vais te donner des outils, des pistes à suivre sur ce que j'ai rencontré à ce jour de plus efficace. Alors si tu as essayé beaucoup de choses tout en ayant l'impression de tourner en rond, et que tu es encore en recherche d'autres chemins possibles, alors viens, je t'emmène avec moi au fil de ces épisodes. Alors aujourd'hui, je souhaitais faire un épisode pour expliquer en quoi les thérapeutes devraient considérer la théorie polyvagale dans leur prise en charge et dans la prise en charge des traumatismes psychiques en général, puisque ce sont les traumatismes qui sont les principaux, ce sont les séquelles des traumatismes qui sont les principaux obstacles dans la vie des personnes. La théorie polyvagale, je lui ai consacré un épisode complet et détaillé dans l'épisode numéro 3 de ce podcast. Que vous soyez psychologue, thérapeute ou simplement intéressé par la psychologie, vous intéresser à ce sujet pourrait vraiment changer votre manière de comprendre les personnes à qui vous avez affaire et de traiter les traumatismes. Donc, la théorie polyvagale, je reprends un petit peu rapidement. Donc, elle nous offre une perspective vraiment nouvelle sur le fonctionnement du système nerveux et sur la façon dont le corps réagit au stress et au traumatisme. Donc pourquoi est-ce que cette théorie polyvagale est si importante à prendre en compte pour les personnes qui travaillent dans le champ du soin, et pourquoi à mon sens il est impératif de l'intégrer à sa pratique. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, je vais reprendre un petit peu les fondamentaux de la théorie polyvagale. Donc, c'est une théorie qui a été proposée par Stephen Porges, qui est un neuroscientifique américain, et qui a complètement révolutionné la compréhension qu'on a du système nerveux autonome. Donc, traditionnellement, le système nerveux autonome était compris comme étant divisé en deux grandes branches principales. D'une part, le système sympathique, donc qui prépare le corps en cas de danger, donc qui fait que nous nous mobilisons en cas de danger avec la réaction fight or flight, lutte ou fuite. Et d'autre part, le système parasympathique qui était vu comme étant là pour favoriser contrebalancer le sympathique et favoriser la récupération et la relaxation. Et puis, donc, est arrivée la théorie polyvagale, donc de Stephen Porges, qui a montré qu'en fait, le système parasympathique, donc qui régit le nerf vague, ne se résume pas à une réponse de relaxation et de détente. En fait, Stephen Porges a montré que ce nerf vague comprend en réalité deux branches distinctes. D'une part, le nerf vague ventral, d'autre part, le nerf vague dorsal. Donc, le ventral, il est associé à des états de sécurité intérieure, d'engagement social, alors que le vague dorsal va être vraiment à l'opposé du spectre et va plutôt induire des réponses de sidération et d'immobilisation face à un danger extrême. Donc en fait, on a deux formes de freins, deux formes d'arrêt qui sont là pour des raisons diamétralement opposées. L'une
pour la détente, la récupération et qui se passe dans la sécurité. Et l'autre, pour des raisons, c'est plus la sidération où on est dans la stupeur du danger et qui correspond donc aux vagues dorsales. Maintenant, quel est le lien entre ce que je suis en train de dire sur le système nerveux et le traumatisme? Donc, quand une personne subit un traumatisme, son système nerveux va avoir tendance à se déréguler et à se déséquilibrer. Le système nerveux, habituellement, il suit notre expérience de vie et on navigue de manière extrêmement fluide d'un état nerveux à l'autre, d'un état sympathique à un état parasympathique, dorsal ou ventral. On rétrograde et puis on repasse les vitesses et puis on remonte en sécurité et puis voilà. Donc il y a une fluidité qui signe vraiment l'adaptation de notre système nerveux, de tout notre organisme à ce qui se passe, aux échecs, aux événements qu'on rencontre dans notre vie. Par contre, quand il y a traumatisme, au lieu d'avoir cette navigation fluide, le système nerveux va avoir tendance à rester bloqué, soit dans un état de vigilance élevé, donc en sympathique, soit au contraire dans un état de sidération, donc en vagal dorsal. Et donc cette dérégulation, elle va se manifester par différents symptômes, comme l'hypervigilance, l'anxiété chronique, la dissociation, ou encore, ça peut même être des troubles gastro-intestinaux, par exemple, des troubles digestifs. Donc, une personne qui est traumatisée, elle peut osciller entre des états, d'une part, d'hyperactivation de son système sympathique, lutte ou fuite, et des états de dissociation et d'épuisement extrême. Donc, vague dorsale. Alors, en tant que thérapeute, pourquoi est-ce qu'il est crucial de pouvoir avoir cette lecture de la théorie polyvagale et de pouvoir évaluer l'état polyvagal de nos patients en thérapie? Donc, cette évaluation, elle permet au thérapeute de comprendre comment le système nerveux autonome d'un patient réagit aux stimuli à la fois externes, donc ce qui nous arrive, et internes, ce qui se passe dans notre corps, ce qui est dicté par le signal d'alarme, par exemple, de notre amygdale, qui vient nous signaler un danger. Et donc, ça va pouvoir nous permettre de déterminer si le patient est dans un état de régulation ou de dérégulation. Donc, le système nerveux autonome en soi, c'est une clé pour mener une thérapie efficace. Il est responsable de la régulation involontaire d'énormément de fonctions corporelles, comme la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, et j'en passe. Et donc, tous ces états corporels internes vont influencer nos états psychologiques et nos états émotionnels. Hein, donc, comme je l'ai dit, donc en ventral, on est en sécurité, on est ancré et on est en état de se relier avec les autres. En sympathique, on est plutôt en état de mobilisation. Alors, ça peut être une mobilisation pour l'action qui est positive, mais ça correspond quand même globalement à une forme de stress. Et puis après, il y a tous les stress négatifs où on se bat, où on est soit dans la lutte, soit dans la fuite. Et puis enfin, tout en bas de l'échelle, on est quand on perçoit un danger extrême, hein, qu'il soit physique ou psychique, qu'il soit externe ou interne à nous-mêmes, parce que ça peut être la cause effectivement de traumas passés, ou je sais pas si on a été, enfant, on a été dévalorisé, critiqué, rejeté et battu, par exemple, bah évidemment que on va avoir un signal interne d'alarme qui crie en permanence.
Donc ça peut correspondre à des états de sidération où le danger, même s'il n'y a aucun danger au jour d'aujourd'hui dans notre environnement, le danger est intériorisé et on le vit comme étant en permanence, notre physiologie vit un danger en permanence. Donc on va avoir des signes qui vont nous permettre de repérer sur l'autre des signes de dérégulation. Et donc ça va nous permettre alors, en tant que thérapeute, de comprendre et de décrypter, en tant que simplement autre dans des relations interpersonnelles. Par exemple, quand on a affaire à une personne qui est en vagal dorsal, elle peut être amenée à avoir des comportements qui échappent au bon sens. C'est-à-dire que la personne, elle va couper le contact, elle va être très fermée, elle va être, alors que nous, on est amical, on ne lui veut que du bien, et la personne, en fait, elle est dans son dorsal et elle est dans son univers interne. Où elle est en prise au danger. Donc ça nous permet, le fait d'avoir cette compréhension, nous permet d'avoir vraiment un autre regard, une forme de décryptage, et donc beaucoup plus finalement l'accès à l'autre dans la réalité qu'il vit, et donc d'être beaucoup plus compréhensif et en compassion au lieu d'être dans le jugement de ce qui se passe. Donc les signes auxquels on va pouvoir être attentif pour savoir si la personne est en état de dérégulation ou pas, ça va être déjà les expressions du visage, puisque le visage, c'est vraiment une fenêtre sur l'état du système nerveux. Donc un visage qui est tendu, qui est fermé, qui est crispé, ça indique vraiment l'activation d'un vagal dorsal. Le regard aussi, vous pouvez voir la colère, vous pouvez voir la lutte, vous pouvez voir l'évitement aussi dans le regard. Donc là, ce serait le sympathique. Ou un regard qui est tranquille, quelqu'un qui pose ses yeux dans les vôtres, qui vous regarde de manière amicale. Là, on a toutes les chances de penser qu'on est sur du vagal ventral. Donc il y a aussi les émotions qui nous renseignent énormément sur les états d'activation. Donc tous les états de colère, ça va être plutôt du sympathique. Les états d'apathie, de déréalisation, de paralysie, d'impuissance, de honte, de culpabilité, tout ça, ça va être plutôt du dorsal. Et puis les états, plutôt les émotions et les sentiments positifs de connexion, de joie, d'amitié, de bien-être, etc. Évidemment, ça va être du ventral. On va pouvoir aussi regarder la posture, le langage corporel. Donc quand on a des épaules contractées, une posture contractée, des épaules affaissées, un regard fuyant, tout ça, ce sont des signes d'activation du vagal dorsal. Et puis, un autre indicateur qui est vraiment en béton, mais qu'il faut mesurer avec un petit logiciel, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est pour les thérapeutes et qui ont ce logiciel de cohérence cardiaque et donc qui mesurent cette variabilité de la fréquence cardiaque puisque le cœur est en prise directe avec le nerf vague. Et donc, si le vagal dorsal est actif, ça se voit tout de suite au niveau de cette variabilité de la fréquence cardiaque. Donc le fait de pouvoir évaluer cet état polyvagal va permettre en tant que thérapeute de personnaliser directement les interventions thérapeutiques. Et donc par exemple un patient qui présente des signes d'hyperactivation du système sympathique, on va pouvoir lui donner un certain type d'exercice, comme par exemple des exercices de respiration, des exercices d'ancrage, de mise à la terre pour pouvoir calmer le système nerveux. À l'inverse, une personne qui va être dans des états de sidération, de shutdown vagal dorsal, on va pouvoir lui prescrire, si je puis dire, des interventions, des exercices qui vont viser à stimuler petit à petit
pour dégeler son système nerveux, donc stimuler le vagal ventral pour pouvoir rétablir un sentiment de sécurité interne. Donc en fait, vraiment la valeur ajoutée, c'est que cette théorie polyvagale nous donne une carte et que grâce à cette carte, eh bien, on a le chemin et on sait vraiment où on va, ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors la théorie polyvagale, c'est une carte, c'est une grille de lecture, mais à laquelle on va pouvoir intégrer en fait énormément d'outils thérapeutiques. Donc je parle pour le champ psy, mais je sais que la théorie polyvagale, par exemple, elle peut être vraiment utilisée par les ostéopathes, par exemple. Et toutes les personnes qui travaillent directement avec les thérapies manuelles. Donc, en tout cas, dans le champ psy, on va pouvoir coupler donc cette théorie polyvagale avec des thérapies cognitives et comportementales, de l'EMDR, et dans tous les cas, ça va nous permettre de savoir où on en est dans l'expérience du patient pendant la séance. On va arriver à décrypter vraiment de manière beaucoup plus fine les états dans lesquels il se trouve. Donc il y a deux outils qui sont pour moi vraiment mes chouchous. C'est des outils de prédilection qui se marient particulièrement bien avec la théorie polyvagale et dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Ce sont l'IFS, donc Internal Family System, qui a été introduite par Richard Schwartz aux États-Unis, et la Somatic Experiencing, qui permet de préconiser des interventions par le corps pour sortir justement des états de sidération en particulier. Donc je vais vous parler surtout de ça. La Somatic Experiencing, donc c'est une approche qui a été développée par Peter Levine, qui est un psychologue américain. Et donc c'est une approche qui est centrée sur la libération de l'énergie qui est bloquée dans le corps à la suite de traumatismes. Donc selon Peter Levine, les traumatismes sont aussi corporels et dans cette lecture, le corps garde une empreinte du traumatisme qui est souvent sous forme de tension musculaire, d'hypervigilance et d'autres symptômes physiques. Et donc la théorie polyvagale va fournir une base neurobiologique à l'idée que ce traumatisme reste piégé dans le corps et qu'elles vont donc générer une forme de dérégulation du système nerveux. En pratique, en somatic experiencing, on va tâcher de relancer le vagal ventral. Ça va être l'objectif principal. Et donc, pour ça, on va utiliser des techniques de régulation somatique pour pouvoir aider les patients à revenir en état de sécurité en réactivant le système vagal ventral. Donc, par exemple, un thérapeute en somatic experiencing pourrait être amené à guider les patients à ressentir et à libérer progressivement des sensations corporelles qui sont associées à des états de sidération et le ramener doucement à un état de régulation pour pouvoir réengager son système vagal ventral. Un autre aspect de la somatic experiencing, c'est de libérer les blocages, de libérer l'énergie bloquée. Donc, quand il y a un traumatisme qui est vécu, cette énergie sympathique, cette énergie de mobilisation, elle reste piégée dans le corps, dans la sidération. En somatic experiencing, on va inciter les patients à libérer cette énergie en générant des tremblements avec des respirations spécifiques qui permettent au corps de compléter cette réponse au traumatisme qui avait été interrompu. Pour ça, il faut penser aux animaux dans la nature qui ont bien été décrits par Peter Levine,
qui sont poursuivis par un prédateur, par exemple une gazelle poursuivie par un prédateur, qui à un moment donné, quand le danger est imminent, se rapproche trop, elle tombe en catalepsie et on dit qu'elle fait le mort, elle fait la morte. Et ça n'a absolument rien de conscient ni de décidé par la gazelle. C'est vraiment son système nerveux qui se met en shutdown pour économiser le peu d'énergie vitale qui lui reste encore. Et c'est une ruse aussi de la nature quelque part pour avoir peut-être une chance d'échapper au prédateur. Donc en faisant ça, il y a comme un frein massif qui vient se mettre par-dessus le système sympathique où la gazelle est en train de courir et de se mobiliser pour échapper au danger. Et puis ce frein massif vient l'immobiliser totalement. Et donc, sous ce frein, il y a énormément d'énergie donc sympathique qui reste enquistée, emprisonnée dans le système nerveux, qu'on va pouvoir libérer dans les exercices qui sont préconisés à ce moment-là. Et donc cette libération permet au système nerveux de retrouver un équilibre pour sortir de son état de dérégulation. Donc voilà, assez brièvement, mais quelques explications à propos du somatic experiencing. Et puis deuxième grand outil qu'on va vraiment utiliser avec bonheur pour l'associer à la théorie polyvagale, c'est l'IFS ou Internal Family System, donc développé par Richard Schwartz aux États-Unis dans les années 90, qui est une approche thérapeutique qui repose sur l'idée que chaque personne est composée de multiples sous-personnalités. Donc là aussi, j'ai fait un podcast à ce sujet très détaillé. Donc qui sont différentes parties qui chacune a ses propres croyances, ses propres émotions, ses propres motivations et qui se situent à différents niveaux de la personnalité. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a les managers au premier plan, on a les pompiers qui sont un peu nos systèmes de défense, et puis on a les exilés tout au fond qui sont vraiment les parts traumatisées et qui sont particulièrement actives un peu sur le devant de la scène, qui ont pris les rênes chez les personnes traumatisées. En fait, ce sont ces parties-là, donc des parties impuissantes, des parties coupables, des parties honteuses, des parties qui se sentent illégitimes. C'est celles-là qui occupent le devant de la scène chez les personnes qui sont traumatisées. Donc la théorie polyvagale, elle va pouvoir enrichir en fait l'IFS en étant capable d'éclaircir ce qui se passe dans chaque partie, donc d'expliciter les états du système nerveux qui sont vécus au niveau des parties. Donc par exemple, ce qu'on appelle un pompier, mécanisme de défense pour protéger la personnalité quand elle est remise en question ou quand elle est en danger. Ces pompiers sont en état, en général, de lutte ou de fuite, donc en état sympathique. Alors que les exilés, la plupart du temps, sont en état dorsal. Donc en pratique, comment on va se servir de la théorie polyvagale en IFS ? On va aider le patient à identifier ces parties et à interagir avec elles. Et avec la théorie polyvagale, on va par exemple cultiver le self, qui est la partie authentique de la personnalité, notre vrai moi, à exister à partir de la sécurité, donc à partir d'un vagal ventral. Donc la théorie polyvagale et toutes les connaissances qu'elle apporte vont vraiment nous aider à être sûr que ce qu'on fait quand on aide le patient à cultiver son self, c'est qu'on est bien dans l'axe de la sécurité intérieure, de l'ancrage
et de la connexion aux autres. Si la personne qui est en train d'essayer de se mettre dans son self donne des indicateurs au niveau du visage par exemple, au niveau des signaux corporels, qu'elle est en sympathique ou qu'elle est en dorsale, on sait pertinemment que c'est pas la peine d'aller plus loin et qu'il va falloir d'abord la ramener en ventrale dans un état de sécurité pour pouvoir continuer le travail. Un des concepts aussi de la théorie polyvagale qui est intéressant, c'est le concept de co-régulation. C'est-à-dire que les systèmes nerveux se connectent entre eux et se régulent entre eux. Donc, le thérapeute va utiliser son propre vagal ventral, la connexion à sa sécurité intérieure, à sa tranquillité intérieure, pour amener le patient de manière totalement automatique, mais à se connecter à son système nerveux et à se réguler aussi de cette manière. C'est un outil à ne pas négliger. Et c'est à partir donc de ce pivot, de cette ancre du vagal ventral que on va pouvoir progressivement réintégrer toutes les parts blessées dans ce vortex vagal ventral qui va progressivement réinclure toutes les parties de la personnalité qui jusque-là se sentaient en danger. Donc la synergie entre la théorie polyvagale, l'IFS, la somatic experiencing va vraiment nous permettre de travailler sur plusieurs dimensions, c'est-à-dire avec le corps, de ramener le corps en thérapie, les émotions, l'esprit. Et puis, ça va nous ouvrir sur une approche qui est holistique finalement, en travaillant sur ces différents niveaux. On va pouvoir vraiment cibler les interventions et les personnaliser en fonction des états polyvagaux que vivent les personnes. Et puis, l'avantage, c'est que c'est vraiment efficace de cibler comme ça et de savoir où on va. Et donc, ça va vraiment favoriser une guérison profonde parce que on sait que la guérison, elle arrive quand on arrive à se reconnecter à la demande volontairement à son vagal ventral. Et donc, toute la thérapie consiste finalement à arriver à faire ça. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par les outils que j'ai développés, sachez que je propose une formation en présentiel où chacun de ces outils et d'autres vous seront expliqués en plus de toute la base du psychotrauma. Donc si vous êtes thérapeute et que vous souhaitez vous former à ces outils, si vous souhaitez vous former à la thérapie du psychotrauma, que vous soyez professionnel actuellement ou pas, vous pouvez avoir plus d'infos sur mon site internet www.coeur-conscient.com. Je mettrai tout le détail dans la description. Et je vous dis à très bientôt.